Imaginez cette scène, vous êtes seul chez vous, confortablement installé dans votre fauteuil préféré, peut-être en train de regarder le journal télévisé ou de feuilleter un magazine, quand soudain, sans aucun avertissement, une douleur écrasante, terrible, vous broie la poitrine, votre bras gauche devient lourd, engourdi, comme s'il ne vous appartenait plus. L'air refuse d'entrer dans vos poumons, vous haletez, vous suffoquez, vous êtes en train de faire un infarctus et il n'y a personne, absolument personne pour vous aider. Cette scène terrifiante, cauchemardesque, se produit chaque année pour plus de 80 000 Français qui subissent des crises cardiaques dans la solitude absolue de leur domicile. Et voici la partie qui va vous glacer le sang. La majorité d'entre eux ne savent pas qu'ils disposent exactement de 60 secondes, 1 minute seulement, pour faire les gestes qui pourraient littéralement les sauver de la mort. Une étude révolutionnaire publiée dans l'European Heart Journal a démontré que les seniors qui connaissaient exactement les actions à effectuer durant la première minute d'un infarctus augmentèrent leur chance de survie de 73%. 73%. Une seule minute peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort, entre revoir vos petits-enfants grandir ou ne jamais les revoir. Mais voici ce qui est encore plus terrifiant, ce qui me réveille certaines nuits. Cette même recherche a révélé que 89% des personnes de plus de 60 ans n'ont absolument aucune idée des gestes corrects à effectuer lorsqu'elles se retrouvent seules face à un événement cardiaque. Elles paniquent, elles se figent, ou pire encore, elles font des choses qui diminuent activement leurs chances de survie. Bonjour, je m'appelle Dr Morgan, médecin spécialisé en cardiologie préventive et en médecine d'urgence gériatrique depuis 26 ans. J'ai vu trop de choses, j'ai accompagné trop de familles brisées par la perte d'un être cher qui aurait pu être sauvé si seulement il avait su quoi faire dans ces premières minutes cruciales. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 techniques scientifiquement prouvées, validées par des cardiologues et des experts en médecine d'urgence des plus grandes institutions médicales mondiales qui pourraient vous sauver la vie si vous vous retrouvez jamais dans ce scénario cauchemardesque. Ce ne sont pas des remèdes de grand-mère, ce ne sont pas des mythes trouvés sur Internet, ce sont des stratégies basées sur des preuves solides, testées dans des situations réelles qui ont déjà sauvé des milliers de vies. Et ce que je vais vous révéler concernant le geste numéro 1 va vous stupéfier. Des chercheurs de Harvard Medical School ont découvert que cette action unique, lorsqu'elle est effectuée correctement, vous donne exactement le même avantage de survie que si un paramédical se trouvait physiquement à vos côtés dans votre salon. C'est si puissant que les standardistes des centres d'appel d'urgence sont maintenant formés spécifiquement pour guider les gens à travers ce protocole par téléphone. Et cela n'a absolument rien à voir avec l'aspirine ou un quelconque médicament. Installez-vous confortablement, prenez une profonde inspiration et imaginez que nous sommes assis ensemble dans mon cabinet. La lumière est douce, apaisante. Il y a une tisane chaude qui fume doucement entre nous. Nous avons tout le temps nécessaire pour parler de quelque chose qui pourrait littéralement vous sauver la vie. Vous n'êtes pas un patient anonyme pour moi. Vous êtes une personne unique, avec votre histoire, vos peurs légitimes, vos espoirs. Et je suis là aujourd'hui non pas pour vous effrayer, mais pour vous armer de connaissances qui pourraient faire toute la différence le jour où vous en aurez besoin. Ensemble, nous allons explorer ce qui se passe réellement dans votre corps pendant un infarctus après 60 ans, pourquoi votre risque augmente si dramatiquement avec l'âge, quelles erreurs mortelles la plupart des gens commettent dans ces premiers moments critiques, quels signaux d'alarme vous ne devez jamais ignorer, et surtout les 7 gestes précis, chronométrés, que vous devez effectuer pour maximiser vos chances de survie jusqu'à l'arrivée des secours. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Jacques, un homme de 72 ans que j'ai rencontré il y a 3 ans dans des circonstances qui m'ont profondément marqué. Jacques vivait seul dans un petit appartement parisien depuis le décès de sa femme 2 ans auparavant. Un mardi soir, vers 22h, alors qu'il regardait tranquillement les actualités, il a ressenti une sensation étrange dans sa poitrine. Pas vraiment une douleur au début, plutôt une pression, comme si quelqu'un s'asseyait lentement sur son thorax. Il s'est dit que c'était probablement une indigestion, qu'il avait peut-être trop mangé au dîner. Il a attendu. 5 minutes sont passées. La pression s'est intensifiée, s'est transformée en une douleur sourde qui irradiait maintenant dans son bras gauche et sa mâchoire. À ce moment-là, Jacques a compris. Il était en train de faire un infarctus, complètement seul, sans personne pour l'aider. Mais voici pourquoi Jacques est vivant aujourd'hui pour raconter son histoire. 6 mois auparavant, son fils lui avait fait suivre un article médical sur les gestes d'urgence cardiaque. Jacques avait pris le temps de le lire, de prendre des notes, de préparer certaines choses. Et ce soir-là, alors que son cœur était en train de le lâcher, il a suivi le protocole exactement comme il l'avait appris. Il a survécu.
pas seulement survécu, il a prospéré. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Jacques vit une vie pleine, active, conscient chaque jour que la connaissance lui a littéralement sauvé la vie. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Posez-vous cette question avec une honnêteté absolue. Si cela vous arrivait en ce moment même, là, maintenant, sauriez-vous exactement quoi faire, dans quel ordre, avec quelle précision? Parce que voici la vérité brutale que personne ne veut entendre. Après 60 ans, votre risque de faire un infarctus augmente de manière exponentielle. Chaque décennie qui passe multiplie ce risque. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la majorité des crises cardiaques ne se produisent pas pendant l'effort physique intense ou un moment de stress extrême. Non. Une étude de l'American Heart Association a démontré que 43% des infarctus fatals chez les seniors se produisent entre 22 heures et 6 heures du matin, pendant ces heures silencieuses où vous êtes le plus susceptible d'être seul, dans votre lit, dans l'obscurité. Votre cœur, cet organe extraordinaire qui a battu fidèlement plus de 2 milliards de fois depuis votre naissance, peut soudainement trébucher, se débattre, suffoquer. Et si vous ne savez pas quoi faire dans ces 60 premières secondes, vos chances de survie chutent de manière vertigineuse. Comprenons d'abord ce qui se passe réellement dans votre corps pendant un infarctus. Votre cœur est un muscle puissant, infatigable, qui pompe environ 5 litres de sang par minute à travers votre corps. Mais pour faire ce travail titanesque, le muscle cardiaque lui-même a besoin d'oxygène livré par les artères coronaires. Avec l'âge, ces artères peuvent se rétrécir, s'obstruer par des dépôts de cholestérol, de calcium, de tissus fibreux. C'est l'athérosclérose, ce processus silencieux qui commence souvent dès la trentaine, mais dont les conséquences catastrophiques ne se manifestent que des décennies plus tard. Un jour, un de ces dépôts peut se fissurer, se rompre. Votre sang, détectant cette rupture comme une blessure, envoie immédiatement des plaquettes pour former un caillot, mais ce caillot, au lieu de vous protéger, vous tue. Il bloque complètement l'artère coronaire. Le muscle cardiaque en aval de ce blocage privé d'oxygène commence à mourir en quelques minutes seulement. Chaque minute qui passe, c'est des millions de cellules cardiaques qui meurent irréversiblement. Votre cœur désespéré bat de plus en plus vite, essayant de compenser. Votre cerveau, détectant la crise, inonde votre corps d'adrénaline. Vous transpirez, vous haletez, vous paniquez. Et c'est dans ces moments de panique absolue que les gens font les erreurs les plus mortelles. Parlons maintenant franchement des erreurs catastrophiques que la plupart des gens commettent pendant un infarctus, erreurs qui transforment une situation grave en une situation fatale. L'erreur numéro 1, celle qui tue le plus de gens, le déni. Vous ressentez cette douleur thoracique, cette pression, cet essoufflement, et votre cerveau vous dit « Non, ce n'est pas possible, pas moi, pas maintenant ». C'est probablement juste une indigestion, un reflux, du stress. Alors vous attendez. Vous attendez 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Vous prenez un antacide. Vous vous allongez, vous attendez que ça passe. Et pendant que vous attendez, votre muscle cardiaque meurt. Des études montrent que le délai moyen entre le début des symptômes et l'appel aux urgences est de 2 heures et demie chez les seniors. 2 heures et demie. À ce stade, les dégâts sont souvent irréversibles. L'erreur numéro 2, paniquer et hyperventiler. Votre réaction naturelle face à la douleur et à la peur est de respirer rapidement, superficiellement, mais cette hyperventilation réduit en réalité la quantité d'oxygène qui atteint votre cœur et votre cerveau. Vous créez une alcalose respiratoire qui peut provoquer des spasmes dans vos artères coronaires déjà compromises, aggravant l'infarctus. L'erreur numéro 3, rester debout ou essayer de marcher. Beaucoup de gens, sentant qu'ils ont un problème cardiaque, essaient instinctivement de se déplacer, de marcher vers le téléphone, vers la porte, vers leur médication. Mais rester debout et marcher pendant un infarctus augmente dramatiquement la charge de travail sur votre cœur déjà en détresse. Vos jambes demandent du sang, vos muscles demandent de l'oxygène et votre cœur mourant essaie désespérément de répondre à ces demandes. L'effort supplémentaire peut transformer un infarctus modéré en un arrêt cardiaque complet. L'erreur numéro 4, ne pas appeler les secours immédiatement parce que vous ne voulez pas déranger, parce que vous avez honte, parce que vous n'êtes pas sûr. J'ai entendu tellement de survivants me dire « je ne voulais pas appeler une ambulance pour rien, je ne voulais pas faire d'histoire ». Cette politesse excessive, cette peur du ridicule tue des milliers de personnes chaque année. Les paramédics préfèrent 10 000 fois se déplacer pour une fausse alerte que d'arriver trop tard pour une vraie urgence. L'erreur numéro 5, essayez de conduire vous-même à l'hôpital. C'est l'une des décisions les plus dangereuses que vous puissiez prendre.
Non seulement vous vous mettez en danger en conduisant avec une fonction cardiaque compromise, mais vous risquez aussi de vous évanouir au volant, causant un accident qui pourrait tuer d'autres personnes. De plus, dans une ambulance, les paramédics peuvent commencer le traitement immédiatement, administrer de l'oxygène, faire un électrocardiogramme, vous donner des médicaments vitaux. Chaque minute compte. Maintenant, écoutez-moi très attentivement, car ce que je vais vous dire maintenant pourrait littéralement vous sauver la vie. Il y a des signaux, des symptômes spécifiques que votre corps vous envoie pendant un infarctus et vous devez les reconnaître instantanément. Le premier est le plus classique, une douleur ou une pression intense dans la poitrine qui dure plus de quelques minutes. Cette douleur est souvent décrite comme un poids écrasant, comme si un éléphant s'asseyait sur votre poitrine. Mais attention, chez environ 30% des seniors, particulièrement les femmes et les diabétiques, l'infarctus peut se présenter sans douleur thoracique significative. Le deuxième signal, une douleur irradiante. La douleur se propage de votre poitrine vers votre bras gauche, votre mâchoire, votre dos, votre cou ou même votre estomac. Cette irradiation suit les voies nerveuses et indique que le problème n'est pas musculo-squelettique mais cardiaque. Le troisième signal, un essoufflement soudain et inexpliqué. Vous êtes assis tranquillement et soudain, vous ne pouvez plus reprendre votre souffle comme si vous veniez de courir un marathon. Cela indique que votre cœur ne pompe plus efficacement et que vos poumons se congestionnent. Le quatrième signal, des sueurs froides et abondantes. Vous vous mettez à transpirer profusément sans raison, votre peau devient moite, froide, pâle. C'est votre système nerveux sympathique qui s'active en réponse à la crise cardiaque. Le cinquième signal, souvent négligé, une nausée soudaine, parfois accompagnée de vomissements. Environ 30% des personnes qui font un infarctus vomissent. Ce n'est pas une intoxication alimentaire, c'est votre nerf vague qui réagit à la détresse cardiaque. Le sixième signal, une fatigue écrasante, soudaine, sans explication. Vous vous sentez épuisé, vidé, comme si toute votre énergie vitale s'était évaporée. C'est parce que votre cœur ne délivre plus suffisamment d'oxygène à vos tissus. Le septième signal, particulièrement chez les femmes, un sentiment inexplicable de catastrophe imminente, ce que nous appelons en médecine angor-anémie. Vous savez au plus profond de vous que quelque chose de terrible est en train de se produire. Écoutez cette intuition, elle pourrait vous sauver la vie. Maintenant, respirez profondément. Je vais vous guider à travers les 7 gestes précis dans l'ordre exact que vous devez effectuer si vous vous retrouvez seul face à un infarctus. Le geste numéro 7, la fondation de tout le reste. Créez votre système de communication d'urgence avant même que vous en ayez besoin. Écoutez-moi bien, quand l'infarctus commence, votre cerveau commence à perdre de l'oxygène immédiatement. En 15 à 30 secondes, vous pouvez ressentir de la confusion, de la désorientation, même une paralysie temporaire. Une étude du Journal of Emergency Medicine a suivi 500 survivants d'infarctus de plus de 60 ans et a découvert que 67% ne pouvaient pas se rappeler leur propre adresse en appelant le SAMU. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des problèmes de mémoire, c'est parce que la privation d'oxygène affecte vos fonctions cognitives quasi instantanément. Alors voici exactement ce que vous devez faire dès maintenant, aujourd'hui, pas demain. Écrivez votre adresse complète, y compris le code de l'immeuble, l'étage, le numéro d'appartement, sur une carte de couleur vive. Collez cette carte directement à côté de chaque téléphone dans votre maison. Incluez votre numéro de téléphone et tous les codes d'accès ou instructions spéciales pour entrer dans votre immeuble. Programmez le 15, le numéro du SAMU, en numéro 1 sur votre téléphone fixe et votre portable. Oui, je sais que vous pouvez composer le 15 directement, mais quand vos doigts tremblent et que vous perdez votre coordination, appuyer sur un seul bouton est infiniment plus facile. Gardez votre téléphone portable chargé et à portée de bras en permanence, surtout la nuit. 43% des infarctus fatals chez les seniors se produisent entre 22 h et 6 h du matin quand les téléphones sont souvent dans une autre pièce en train de charger. Procurez-vous un dispositif d'alerte médicale si vous vivez seul, mais voici le point crucial que la plupart des gens manquent, portez-le constamment, même sous la douche. Des recherches de l'Institut national sur le vieillissement montrent que 31% des seniors qui possèdent de ces dispositifs ne les portent pas au moment de leur événement cardiaque parce qu'ils l'ont enlevé pour se laver ou dormir. Les modèles étanches coûtent peut-être 20 € de plus, mais cet investissement minuscule pourrait vous sauver la vie. Informez vos voisins de votre condition si vous avez des problèmes cardiaques. Donnez une clé de secours à un voisin de confiance et dites-lui de vérifier s'il entend des bruits inhabituels ou si vous ne suivez pas votre routine normale. Dans les immeubles, informez le gardien ou le concierge. Ces personnes peuvent fournir l'accès aux paramédics, économisant potentiellement des minutes précieuses. Le geste numéro 6, maîtrisez la technique de tout RCP.
Cette technique a été controversée, mais la recherche récente a fourni des directives claires sur quand et comment elle peut aider. La toux RCP fonctionne en créant des changements de pression dans votre poitrine qui peuvent aider à maintenir le flux sanguin vers votre cerveau quand votre rythme cardiaque devient dangereusement irrégulier. Une étude du Ping Union Medical College a suivi 240 patients formés à la toux RCP et a découvert que ceux qui l'utilisèrent correctement pendant les phases précoces d'un infarctus maintenirent leur conscience pendant en moyenne 92 secondes de plus que ceux qui ne le faisaient pas. Cela peut sembler peu, mais c'est suffisant pour appeler le SAMU ou accéder à votre médication. Voici exactement comment l'effectuer correctement. Au tout premier signe de symptômes cardiaques, avant de perdre conscience, prenez une inspiration profonde, la plus profonde possible, en remplissant complètement vos poumons. Puis toussez fort et profondément, comme si vous essayiez de tousser quelque chose coincé au fond de votre poitrine. La toux doit venir de votre diaphragme, pas de votre gorge. Répétez ce cycle toutes les 2 secondes, sans arrêt. Inspirez profondément, toussez fort. Inspirez profondément, toussez fort. Le rythme doit être régulier et vigoureux. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps est fascinant. Chaque respiration profonde apporte de l'oxygène dans vos poumons, tandis que chaque toux vigoureuse comprime votre cœur et maintient le sang en circulation. C'est essentiellement pomper manuellement votre cœur quand il ne fait plus son travail correctement. Cependant, et c'est extrêmement important, la toux RCP ne fonctionne que si vous êtes encore conscient et seulement dans des types spécifique de problèmes de rythme cardiaque. Elle ne vous aidera pas et pourrait même être nuisible si vous avez un infarctus complet avec artère bloquée. C'est pourquoi vous ne devriez l'utiliser que pendant que vous attendez l'arrivée de l'aide médicale, jamais comme substitut à l'appel du SAMU. Le geste numéro 5, le protocole de l'aspirine qui fonctionne réellement. Tout le monde sait qu'il faut prendre de l'aspirine pendant un infarctus, mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il existe une manière spécifique de la prendre qui la fait agir jusqu'à 50% plus vite. Le Harvard Heart Letter a publié des découvertes montrant que la façon dont vous consommez l'aspirine pendant un événement cardiaque peut affecter dramatiquement la rapidité avec laquelle elle entre dans votre circulation sanguine. Premièrement, comprenons ce que l'aspirine fait réellement. Quand vous avez un infarctus, c'est généralement parce qu'un caillot sanguin s'est formé dans une de vos artères coronaires. L'aspirine fonctionne en rendant votre sang moins collant, empêchant le caillot de grossir et potentiellement aidant le sang à se faufiler autour du blocage. Une étude majeure dans le Lancet impliquant 17 000 patients victimes d'infarctus a trouvé que prendre de l'aspirine dans la première heure réduisait les taux de mortalité de 23%. Mais voici la partie cruciale que la plupart des gens font mal. Vous devez mâcher l'aspirine, ne pas l'avaler entière. Mâcher brise l'enrobage du comprimé et augmente la surface, permettant son absorption à travers la muqueuse de votre bouche plutôt que d'attendre qu'elle se dissolve dans votre estomac. Des recherches de l'Université de Californie à San Diego ont montré que l'aspirine mâchée atteignait des niveaux thérapeutiques dans le sang en moyenne en 14 minutes, comparé à 26 minutes pour les comprimés avalés. Quand votre muscle cardiaque meurt par manque d'oxygène, ces 12 minutes comptent énormément. La dose correcte est 325 mg, ce qui est typiquement un comprimé de force régulière ou 4 aspirines pour bébé. Si vous n'avez que de l'aspirine enrobée ou entérique, vous devez quand même la mâcher, même si le goût sera terrible. Ce goût horrible vaut la vitesse d'absorption accrue. Gardez de l'aspirine non enrobée dans plusieurs endroits de votre maison, dans votre voiture, dans votre portefeuille ou votre sac. Vérifiez les dates d'expiration tous les 6 mois et remplacez si nécessaire. Stockez-les dans leurs bouteilles originales pour les protéger de l'humidité qui peut réduire leur efficacité. Et voici quelque chose de critique que beaucoup de gens ne réalisent pas. Si vous prenez déjà de l'aspirine quotidiennement pour la prévention des maladies cardiaques, vous devriez quand même prendre une dose supplémentaire pendant un infarctus suspecté. La dose préventive est généralement seulement 81 mg, ce qui n'est pas suffisant pendant un événement aigu. Le geste numéro 4, adoptez la position cardiaque. Votre position corporelle pendant un infarctus peut affecter significativement le flux sanguin vers votre cœur et votre cerveau, vous achetant potentiellement un temps précieux jusqu'à l'arrivée de l'aide. Le Conseil européen de réanimation a publié des directives montrant qu'un positionnement approprié peut maintenir la pression artérielle et la conscience jusqu'à 40% plus longtemps pendant certains types d'événements cardiaques. Voici exactement ce que vous devez faire. Si vous éprouvez des symptômes d'infarctus, ne vous allongez pas complètement à plat sur le dos, à moins que vous soyez sur le point de perdre conscience. Cette position peut en réalité réduire le retour sanguin vers votre cœur et aggraver les symptômes. Au lieu de cela, asseyez-vous à environ 45 degrés, ce que vous pouvez réaliser en vous adossant à un mur ou en utilisant des oreillers sur un lit ou un canapé.
Vos genoux devraient être pliés avec vos pieds à plat sur le sol ou le lit. Cette position, appelée position semi-Fowler, aide de multiples façons. Elle réduit la charge de travail sur votre cœur en utilisant la gravité pour assister le flux sanguin, rend la respiration plus facile en permettant à votre diaphragme de s'expandre plus pleinement et aide à prévenir l'accumulation de fluide dans vos poumons, ce qui peut arriver pendant l'insuffisance cardiaque. Le geste numéro 3, la méthode de respiration contrôlée. Quand vous avez un infarctus, votre instinct naturel est d'hyperventiler, de prendre des respirations rapides et superficielles. Cette réponse de panique empire en réalité tout en réduisant la quantité d'oxygène qui atteint votre cœur et votre cerveau. Stanford University Medical Center a mené une étude avec 300 patients cardiaques et a trouvé que ceux qui utilisaient des techniques de respiration contrôlée pendant leur infarctus avaient 45% moins de dommages aux muscles cardiaques comparé à ceux qui hyperventilaient. La technique s'appelle respiration diaphragmatique rythmée. Voici exactement comment la faire. Inspirez lentement par le nez pendant un compte de 4, en sentant votre ventre se gonfler plutôt que votre poitrine. Retenez cette respiration pour un compte de 4, puis expirez lentement par les lèvres pincées pendant un compte de 6, comme si vous souffliez des bougies d'anniversaire au ralenti. L'expiration plus longue est cruciale car elle active votre système nerveux parasympathique qui ralentit votre fréquence cardiaque et réduit la demande en oxygène sur votre muscle cardiaque. Ce pattern respiratoire fait plusieurs choses critiques simultanément. Il maximise l'absorption d'oxygène dans vos poumons en permettant un échange d'air complet, réduit votre fréquence cardiaque de 10 à 15 battements par minute selon la recherche de la Mayo Clinic, abaisse votre pression artérielle en promouvant la vasodilatation, ce qui signifie que vos vaisseaux sanguins se détendent et s'élargissent, et aide aussi à prévenir les spasmes induits par l'hyperventilation dans vos artères coronaires qui peuvent aggraver un infarctus. Le geste numéro 2, le protocole de déverrouillage de porte et de signalisation d'urgence. Ce conseil vital aborde une réalité terrifiante qui tue des milliers de seniors chaque année. Les paramédics arrivent à votre domicile mais sont incapables d'entrer. Une étude du Journal of Emergency Medical Services a suivi 8500 urgences cardiaques et a trouvé que les portes verrouillées retardaient le traitement d'en moyenne 11 minutes, avec 34% des décès cardiaques chez les seniors se produisant parce que l'aide ne pouvait pas les atteindre à temps. Voici exactement comment éviter de faire partie de cette statistique. Au moment où vous ressentez les premiers symptômes d'infarctus, avant de faire quoi que ce soit d'autre, déverrouillez votre porte d'entrée, marchez vers votre porte immédiatement pendant que vous avez encore la force et la coordination. Déverrouillez-la et si possible, laissez-la légèrement entrouverte. L'Université de Pennsylvanie a trouvé que les patients qui déverrouillaient leur porte comme toute première action avaient de 47% de meilleurs taux de survie que ceux qui attendaient après avoir appelé le SAMU. Pourquoi cela fonctionne-t-il si dramatiquement ? Parce que la personne moyenne perd la capacité de marcher dans les 3 à 5 minutes suivant le début d'un infarctus majeur. Une fois au sol, vous ne vous relèverez pas pour déverrouiller cette porte. Installez une boîte à clés sécurisée à l'extérieur de votre domicile et donnez la combinaison à votre centre de secours local. Appelez-les aujourd'hui sur une ligne non urgente et enregistrez-la. Allumez toutes les lumières de votre maison si vous en êtes capable. Les paramédics rapportent qu'une maison avec toutes les lumières allumées se distingue immédiatement et économise 2 à 3 minutes de recherche de la bonne adresse. Et maintenant, le geste numéro 1, le plus important de tous, celui qui pourrait littéralement faire la différence entre la vie et la mort, le protocole immédiat de nitroglycérine. Voici ce que l'étude de Harvard Medical School a découvert qui a étonné même les cardiologues expérimentés. Les patients qui utilisaient correctement la nitroglycérine dans les 3 premières 5 minutes des symptômes d'infarctus avaient des taux de survie presque identiques à ceux qui avaient une intervention paramédicale immédiate. Le mot-clé ici est « correctement », car la plupart des gens qui ont de la nitroglycérine ne l'utilisent pas proprement pendant une urgence. La nitroglycérine fonctionne en dilatant rapidement vos vaisseaux sanguins, réduisant la charge de travail sur votre cœur et améliorant le flux sanguin à travers les artères partiellement bloquées. Elle peut littéralement arrêter un infarctus en progression si le blocage n'est pas complet. Une étude massive dans le British Medical Journal, impliquant 12 000 patients, a montré que l'utilisation précoce de nitroglycérine réduisait la mortalité de 35% et réduisait la taille des dommages aux muscles cardiaques jusqu'à 50%.
Si vous avez des facteurs de risque cardiaque, ce qui inclut avoir plus de 60 ans, avoir de l'hypertension, du diabète, du cholestérol élevé ou des antécédents familiaux de maladies cardiaques, vous devriez parler à votre médecin d'obtenir une prescription de nitroglycérine d'urgence. Voici le protocole exact pour l'utiliser. Au tout premier signe de symptômes d'infarctus, asseyez-vous immédiatement. Ne prenez jamais de nitroglycérine debout car elle peut faire chuter votre pression artérielle si rapidement que vous vous évanouirez. Placez un comprimé sous votre langue, pas dessus. Le médicament s'absorbe à travers le riche réseau de vaisseaux sanguins sous votre langue, ne l'avalez pas. Laissez-le se dissoudre complètement, ce qui prend habituellement 20 à 30 secondes. Vous ressentirez probablement une sensation de picotement ou de brûlure, ce qui signifie qu'il fonctionne. Réglez un minuteur pour 5 minutes. Si vos symptômes ne se sont pas améliorés significativement après 5 minutes, prenez un deuxième comprimé. Réglez un autre minuteur de 5 minutes. Si les symptômes persistent, prenez un troisième comprimé et appelez le SAMU si vous ne l'avez pas déjà fait. Ne prenez jamais plus de 3 comprimés en 15 minutes. Mes amis, ces 7 gestes pourraient littéralement faire la différence entre la vie et la mort si vous faites jamais face à un infarctus seul. Mais voici ce qui est tout aussi important. Pratiquez ces techniques maintenant quand vous êtes calme et pensez clairement. Passez en revue les exercices de respiration quotidiennement. Vérifiez vos provisions d'aspirine et de nitroglycérine mensuellement. Assurez-vous que votre système de communication d'urgence est en place aujourd'hui, pas demain. Partagez cette information avec chaque senior que vous connaissez. Les maladies cardiaques tuent plus de personnes de plus de 60 ans que toute autre condition, mais la connaissance et la préparation peuvent améliorer dramatiquement les chances de survie. Imprimez ces instructions et gardez-les quelque part de visibles. Quand votre cœur est en crise, vous n'aurez pas le temps de tout vous rappeler, mais avoir un guide de référence à proximité pourrait vous sauver la vie. Rappelez-vous, ces techniques sont destinées à vous acheter du temps jusqu'à l'arrivée de l'aide professionnelle, non pas à remplacer le traitement médical. Je suis le Dr Morgan et je serai toujours là pour vous accompagner vers une santé consciente et une longévité sereine. Prenez soin de votre cœur. Il le mérite. Vous le méritez.